Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre journal du mercredi 29 novembre. Un point sur votre météo de demain d'abord. Le ciel se couvrira au cours de l'après-midi en Indre-et-Loire. Le Loir-et-Cher, lui, sera nuageux et même pluvieux en fin de journée. La température minimale sera de 13 degrés, la maximale de 18. À la une, ce triste anniversaire, 24 ans jour pour jour après la tuerie de Tours. Les victimes craignent une libération du tueur. Leur émotion est toujours palpable. La grippe aviaire a fait son retour en France. Depuis une semaine, tout le pays est placé au niveau de risque élevé. Mais les particuliers sont-ils au courant des risques et des règles mises en place? Réponse dans ce journal. Et puis, nous poursuivons notre série de la semaine consacrée aux couleurs d'automne. Aujourd'hui, direction le château de Valmer. Son parc de 60 hectares revêt des couleurs de saison et invite à la promenade. Mais d'abord, c'était il y a 24 ans, jour pour jour. Le 29 octobre 2001, la folie meurtrière de Jean-Pierre Roux-Durafour s'abattait sur le centre-ville de Tours. Condamné à la prison à vie, sa période de sûreté est désormais dépassée. Aujourd'hui se pose donc la question de sa libération, une angoisse pour les victimes de la tuerie de Tours. Les anniversaires se succèdent et se ressemblent. 20 ans après le procès, 24 ans après le drame, l'émotion est toujours la même pour les victimes de la tuerie de Tours. D'autant que depuis 2 ans, une ombre plane, celle de la libération de son auteur, Jean-Pierre Roux-Durafour. Condamné en 2005 à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 années de sûreté, il a pu formuler dès 2023 une demande de remise en liberté. Le jour des faits, le commandant formé a fait face au tueur et a été blessé par balle dans l'exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, sa demande est claire. C'est que M. Roux-Durafour soit interdit d'Indre-et-Loire, puisque c'est mon lieu de vie et que depuis j'ai ma situation familiale qui a évolué. Et donc je ne souhaite pas qu'on puisse recroiser M. Roux-Durafour, et je pense qu'il est tout à fait logique que s'il sort, il soit au minimum interdit d'Indre-et-Loire. Sur les lieux du drame, l'ancien avocat de Jean-Pierre Roux-Durafour se remémore la reconstitution de la tuerie, un moment auquel il s'était opposé et qui a surtout permis à son client de jouir de sa macabre célébrité. Une journée terrible où on a bloqué pendant tout un dimanche toute la ville de Tours. C'était vraiment du grand cinéma pour rien, puisque les faits étaient déterminés et arriver à montrer qu'on était à telle ou telle distance entre le tireur et les victimes n'avait à mon avis aucun intérêt. Mais ça a été du grand spectacle. Pour espérer être libéré, Roux-Durafour doit avoir fait montre de regret et de travail pour se réinsérer au mieux à sa sortie. Mais selon Jean-Michel Seclucchi, pour cela, il aurait fallu prendre plus au sérieux son éventuelle maladie psychiatrique. D'abord, on n'a pas posé de diagnostic véritable sur le plan de la maladie psychiatrique qui, à mon avis, existe. Alors, à partir du moment où on ne pose pas un diagnostic, c'est difficile de soigner. Et puis en prison, soigner en prison, ne rêvons pas. Et il faudra que les experts signent des rapports d'accord en disant qu'ils ne présentent plus aucune dangerosité. Selon les informations dont nous disposons, depuis le début de son incarcération, Jean-Pierre Roux-Durafour n'aurait nourri que peu d'efforts pour se réinsérer dans la société. C'est un sujet qui revient presque tous les ans. La grippe aviaire est de retour en France. Depuis une semaine, tout le territoire est placé en risque élevé. Dès lors, les éleveurs professionnels doivent respecter un certain nombre de règles. Mais qu'en est-il des particuliers? Eux aussi ont des règles à respecter. Voyez ce reportage, il est signé Gabriel Ziard. C'est une drôle de camionnette qui s'est installée mardi matin dans la zone commerciale de Bourgueil. Derrière ces portes blanches, une centaine de poules rousses issues d'élevage attendent d'être adoptées. À l'origine de cette initiative, l'entreprise Poules pour tous, qui offre une seconde vie à ces volatiles destinés à l'abattage. Mais en cette période de recrudescence de la grippe aviaire, cette vente est aussi l'occasion de rappeler les bons gestes. Sur le camion, on a justement une petite note d'information qu'on garde absolument toujours, parce que la grippe aviaire, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle peut arriver. Et il faut toujours effectivement protéger un petit peu. Donc souvent, c'est surtout qu'elle soit dans un endroit couvert. Du côté des acheteurs, tous reconnaissent ne pas être au fait de la législation, mais tentent tout de même de s'adapter en conséquence. Je sais qu'il faut déclarer les poules et d'après ce que j'ai lu, c'est à partir de 5 poules dans le poulailler. Il faut enfermer les poules au niveau il faut avoir une volière avec un toit et tout ça. Donc nous c'est le cas, donc ça pose pas de problème. Pour l'heure, aucun foyer de grippe aviaire n'a été détecté dans le département. Pas de quoi baisser la garde pour les autorités sanitaires qui rappellent que ces mesures ne concernent pas que les éleveurs. Dès la première poule, il faut se déclarer en mairie. Toutes les volailles doivent être mises à l'abri. Alors pour les particuliers, on n'impose pas forcément un bâtiment, parce qu'il n'y a pas forcément de bâtiment, mais à minima, il faut un filet. En fait, il faut mettre les volailles sous filet. Et protéger les sources de nourriture et d'eau.
En fait, le but, c'est de ne pas attirer la faune sauvage et du coup, de ne pas contaminer l'aliment et l'eau parce que ça peut passer par là aussi d'un oiseau à un autre. Le 22 octobre dernier, le ministère de l'Agriculture a levé d'un cran le niveau d'alerte, passant de modéré à élevé, suite à la détection d'une dizaine de foyers dans l'Hexagone. Dans quelques jours débuteront les championnats du monde de para-judo en Thaïlande, des championnats auxquels le Fondétois Sébastien Lemot participera. Et justement, vous le voyez à l'image, au moment où nous vous parlons, il s'entraîne sur sa commune accompagné de l'équipe de France et de son sélectionneur. Rendez-vous dans votre journal de demain pour un sujet complet. Direction Saint-Cyr-sur-Loire à présent, où se déroule actuellement la 40e édition du Festival national de théâtre amateur Festea, concours qui réunit 18 compagnies issues des 4 coins de la France. Il permet aussi au public d'assister à plusieurs spectacles. Et parmi les activités proposées en marge du festival, une initiation à l'escrime théâtrale, mélange d'escrime historique et d'art du spectacle. Léa Turquier y a assisté pour nous. On va faire piquer-vente, pousser la pointe, forme. Le bras arrière s'allonge pour avoir bien l'équilibre et la stabilité. Apprendre à combattre, c'est tout un art. Les participants attentifs reproduisent les gestes de Florence, la maître d'armes. Flavie est étudiante au conservatoire de théâtre de Vannes en Bretagne. Elle est venue spécialement pour l'occasion. C'est très valorisé dans le cursus que je fais et souvent on nous parle beaucoup des mouvements de corps, comment apprivoiser le corps et surtout être à l'écoute de l'autre. Et c'est un très très bon exercice. Pendant 1h30, tous apprennent la pratique, le maniement des armes, les postures, mais aussi l'histoire de l'escrime. C'est aussi intéressant de voir l'évolution, parce qu'on a un petit peu parlé de l'évolution des armes, des combats, des façons de se battre et de se défendre. Donc ça permet aussi d'ancrer une pièce dans son époque quand on décide de mettre des combats dedans. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de pratiques, mais justement le fait de découvrir l'histoire de l'escrime, comment c'est né, les différentes positions, les noms des gens qui ont inspiré les positions d'aujourd'hui, c'était très très intéressant et j'ai beaucoup aimé. L'escrime théâtrale est, comme son nom l'indique, une escrime adaptée au théâtre, une discipline présente dans le théâtre classique jusqu'à la Révolution française. Mon travail est bien de former les acteurs ou d'informer les acteurs, de pouvoir comprendre ce que signifie le combat dans les pièces que l'on peut voir. Et également commencer à leur montrer comment on peut interpréter un personnage, une arme à la main, avec une chorégraphie qui va être imposée au fur et à mesure du texte et des répétitions. Une initiation qui prend place lors du festival de théâtre amateur Festea. Des représentations sont proposées tous les jours et cette année, l'événement fait carton plein, encore mieux que les années précédentes. Un petit peu moins à 14h parce que c'est toujours un peu compliqué la première représentation. Mais le soir, c'est compliqué aussi parce qu'il y a des gens qui restent à la porte. C'est ouvert d'abord et avant tout aux compagnies qui viennent passer une semaine ici, mais c'est ouvert à tout public. Une belle surprise pour cette 40e édition du festival. Festea se poursuit jusqu'à vendredi à Saint-Cyr-sur-Loire. Ça nous donne un pour tous. Il est maintenant l'heure de poursuivre notre série de la semaine consacrée aux couleurs d'automne. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des jardins du château de Valmer. Ce parc de 60 hectares contient notamment un jardin en terrasse de style Renaissance et un potager conservatoire unique, resté presque intact durant 5 siècles. Sur place, la saison est plus que propice à la promenade et justement, Faustine Luneau vous y invite. « 500 ans ont passé et pourtant la structure de ce jardin à l'anglaise n'a pas changé. Construit au XVIe siècle par Jean Binet, maire de Tours et maître d'hôtel du roi et de la reine de Navarre, le domaine de Valmer repose sur 8 terrasses Renaissance avec, à leur plus bas niveau, un potager hors norme. La surface du potager lui-même, c'est 1 hectare et c'était vraiment la surface normale en Touraine pour un château. Ça nourrissait environ 40 personnes et donc il était devenu plus du tout cultivé et il y a 25 ans, je l'ai vraiment juste remis en culture, le dessin existait. Remise en culture pour aujourd'hui montrer aux visiteurs des variétés de plantes, fruits et légumes locales, rares ou anciennes. On parle de potager conservatoire regroupant plus de 200 espèces de plantes annuelles. Pour en prendre soin, 3 jardiniers travaillent ici à plein temps. Ça commence à être la fin, mais pour moi la meilleure période, effectivement, ça va s'échelonner entre août, septembre, octobre. Où c'est la pleine période de production des légumes et des arbres fruitiers. Et c'est là que le jardin s'épanouit vraiment. Donc là, on récolte quelques fleurs comestibles,
notamment de la capucine, de la bourrache. On va retrouver encore à cette époque de la mauve de Mauritanie. Potentiellement, si on a de la chance, des hémérocalles. Ça se mange, ça a réellement du goût, c'est intéressant gustativement. Ça, c'est la sauge ananas à feuillage jaune. Alors là, on mange le nectar qu'il y a dans les fleurs. Et pratiquement, elle commence à fleurir seulement maintenant, de l'intérêt de l'automne, quoi. C'est une très tardive. De quoi sublimer les plats en cuisine, car tous les produits récoltés dans ce potager sont ensuite consommés par les propriétaires et les salariés du domaine. Graines noires que l'on voit. Ouais. Alors bon, il faut du temps de récolte, mais ça se mange comme le quinoa. Ok. Donc, on va faire une salade avec. Voilà, c'est ça. Ici, on retrouve donc des fleurs comestibles, mais pas que, car ce jardin avait une vocation vivrière, mais aussi bouquetière. Il fallait pouvoir décorer le château du domaine, qui n'existe plus aujourd'hui, détruit dans un incendie en 1948. On a là un bon exemple d'une fin de saison magnifique cette année, où il y a encore énormément de fleurs en bon état dans le jardin. Une scabieuse que j'aime beaucoup, qui est d'une grande finesse, et puis cette fameuse plante qui est la sauge horminum, qui est une sauge annuelle. Et la couleur que vous voyez là, ce ne sont pas les fleurs, ce sont des feuilles. Des espèces rares et originales dont on peut apprendre beaucoup en venant visiter le domaine. Le site a été labellisé Jardin remarquable en 2004 et est inscrit au monument historique depuis 1930. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition présentée par Faustine Luneau. D'ici là, passez une excellente soirée sur Val de Loire TV.